Bonsoir à tous, il est 22 heures. Merci de nous rejoindre pour suivre avec nous ce journal dont voici les principaux titres. Le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a présidé aujourd'hui la 10e séance du Conseil des ministres où 4 questions étaient à l'ordre du jour. Des dizaines de civils tués, l'espoir d'une trêve s'éloigne de plus en plus, c'est ce que nous verrons en fin de journée. Merci si vous nous rejoignez, mais avant de développer ces titres, ce message de félicitations émanant du président de la République Ismaël Omar Guelleh, adressant ses félicitations au Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed Ali. Le président de la République Ismaël Omar Guelleh a, dans le contexte actuel de la commémoration de la fête nationale éthiopienne, formé des vœux de succès et de réussite au Premier ministre éthiopien, ainsi que davantage de bien-être, de progrès et de prospérité au peuple frère, ami, voisin d'Éthiopie. Ces vœux du chef de l'État sont intervenus dans un télégramme de félicitations adressé au Premier ministre éthiopien. Le peuple et le gouvernement de Djibouti se joignent à moi pour exprimer leur sympathie à la nation sœur éthiopienne, a dans ce message écrit le président Guelleh. Nous nous joignons d'autant plus à la célébration de la fête nationale éthiopienne que nos deux pays font depuis longtemps le choix judicieux d'une communauté de destin économique, a dans le même document noté le président Ismaël Omar Guelleh. La République de Djibouti n'aura de cesse d'œuvrer toujours en faveur de la préservation, du renforcement des partenariats stratégiques de coopération qu'elle a en partage avec l'Éthiopie dans tous les domaines de développement durable, a par ailleurs souligné le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh, réitérant ses meilleurs vœux au Premier ministre Abiy Ahmed, à l'ensemble du peuple éthiopien. A noter également qu'un message similaire a été adressé au président de la République fédérale démocratique d'Éthiopie. Je vous le disais dans les titres, aujourd'hui a eu lieu sous la présidence du chef de l'État Ismaël Omar Guelleh et chef de gouvernement la 10e séance du Conseil des ministres où 4 questions étaient à l'ordre du jour suivant le compte rendu du porte-parole par intérim du gouvernement Ali Hassan Bado. Sous la présidence de son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, président de la République, chef de gouvernement, a eu lieu ce mardi 27 mai 2025 la 10e séance du Conseil des ministres. Ont été examinés et approuvés les textes suivants. Ministère du Travail chargé de la formalisation et de la protection sociale. Première question. Projet de loi portant ratification du statut du Centre du travail de l'Organisation de la coopération islamique OCI. Le présent projet de loi vise à ratifier le statut du Centre du travail de l'Organisation de la coopération islamique adopté en novembre 2023 à Bakou, en République d'Azerbaïdjan, à l'occasion de la 5e conférence des ministres du travail des États membres de l'OCI. À l'issue de cette conférence, des recommandations ont été formulées concernant la structure, la gouvernance, les mécanismes de financement du Centre du travail. Cette initiative s'inscrit dans une volonté de renforcer la coopération multilatérale en matière d'emploi, de formation professionnelle, de protection sociale et de dialogue social entre les États membres. L'OCI, qui regroupe 57 États, représente près de 2 milliards de musulmans à travers le monde, a pour mission de promouvoir la solidarité entre les pays membres et de défendre les intérêts du monde islamique de l'Oumma. La création du Centre du travail s'inscrit donc dans cette dynamique en favorisant l'élaboration de politiques communes et de programmes intégrés dans le domaine de l'emploi, de la sécurité sociale et du développement des compétences. Le Centre du travail de l'OCI a pour mission principale de promouvoir l'harmonisation des normes du travail entre les pays membres, de développer les programmes de formation professionnelle et de renforcement des capacités, de faciliter l'échange d'informations, des données statistiques et de bonnes pratiques, de soutenir les stratégies d'inclusion sociale et de création d'emplois et d'encourager le dialogue social entre gouvernement, employeurs et travailleurs dans l'espace islamique. Le Centre du travail de l'OCI est appelé à jouer un rôle clé dans le développement du capital humain des pays membres.
Il contribuera notamment à la mise en œuvre de politiques nationales inclusives, à la lutte contre le chômage des jeunes, au renforcement des systèmes de protection sociale, ainsi qu'à la promotion de l'intégration régionale par le travail. L'adoption du statut du centre en novembre 2023 témoigne d'une volonté collective des États membres de construire un avenir de travail fondé sur la solidarité, sur l'équité et l'inclusion dans l'espace musulman. La ratification de ce statut permettra à la République de Djibouti de participer encore plus activement aux initiatives conjointes entre les États membres dans les domaines susmentionnés, de bénéficier d'un appui technique et institutionnel du centre, notamment en matière de développement des compétences, de formation professionnelle et de modernisation des administrations du travail, de contribuer à l'élaboration de politiques communes au niveau régional et international dans une logique de coopération sud-sud. Ministère délégué chargé de l'économie numérique et de l'innovation. Deuxième question, projet de décret portant stratégie nationale de la cybersécurité. La République de Djibouti s'est engagée dans une ambitieuse transformation numérique en cohérence et cohésion avec la vision Djibouti 2035. Cette dynamique vise à moderniser l'économie, à améliorer l'efficacité des services publics et à renforcer l'inclusion sociale. Toutefois, cette transition s'accompagne de nouveaux défis, notamment en matière de sécurité numérique, défis liés à l'augmentation des usages digitaux, à l'interconnexion croissante des systèmes d'information et à la montée en puissance des cybermenaces. Dans ce contexte, le projet de décret porte adoption de la stratégie nationale de la cybersécurité 2025-2030, conçue comme un cadre structurant pour organiser la réponse nationale aux enjeux de la cybersécurité et de garantir la souveraineté numérique du pays. La stratégie nationale est structurée autour de 5 axes majeurs suivants: le renforcement du cadre institutionnel, la consolidation de la cybersécurité et de la résilience du système et des infrastructures de l'État, la lutte contre la cybercriminalité, le développement des compétences et sensibilisation, la promotion et la collaboration nationale et internationale en matière de lutte contre la criminalité et cybercriminalité. Un suivi régulier sera effectué pour évaluer l'efficacité des actions engagées, ainsi qu'une révision de la stratégie pour assurer son actualisation face aux défis nombreux qui se présentent. Le Haut Conseil supérieur de l'économie numérique et de l'innovation supervisera l'avancement de la stratégie et ajustera les priorités en cas de besoin. La stratégie nationale de la cybersécurité 2025-2030 constitue une étape clé pour asseoir un cyberespace national sûr, résilient et souverain. Elle appelle à une mobilisation collective de l'ensemble des acteurs publics, privés et de la société civile afin de faire de la sécurité numérique un levier de développement durable pour la République de Djibouti. Ensuite, le Conseil s'est penché sur les autres questions à l'ordre du jour, réécoutant le porte-parole du gouvernement par intérim et ministre de la Justice, M. Ali Hassan Badoun. Projet portant transfert d'une parcelle de terrain 6 en Nagad au profit de la société Al-Aoul Group. Le projet d'arrêté a pour objet le transfert d'une parcelle d'un terrain d'une superficie de 10 hectares 6 en Nagad au profit de la société Groupe Al-Aoul. Cette parcelle est destinée à accueillir un projet immobilier de haut standing prévu dans cette zone de lotissement. Quatrième question, projet d'arrêté portant modification et complément de l'arrêté numéro 2022-116 du ministère du Budget au profit de l'ONG Qatar Charity. Le présent projet d'arrêté a pour objet l'affectation au profit d'une ONG Qatar Charity d'une parcelle de terrain d'une superficie de 12,4 hectares située à Balbala. Cette parcelle est destinée à accueillir un projet à caractère social appelé Qatar Charity Village. En fin de séance, les ministres suivants ont fait de communication. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a fait un compte-rendu de sa participation au Forum mondial de l'éducation qui s'est tenu à Londres du 18 au 21 mai 2025. Ce forum constitue une plateforme de haut niveau réunissant les ministres de l'éducation du monde entier, les responsables d'organisations internationales
des experts académiques et des partenaires du secteur privé. L'objectif est de promouvoir un dialogue global sur les enjeux éducatifs contemporains, de favoriser l'apprentissage entre pairs et de mettre en lumière les solutions innovantes dans le domaine de l'éducation. Les thèmes retenus cette année étant de la stabilité à la croissance, bâtir ensemble une éducation plus forte, plus audacieuse et meilleure. Les travaux du forum se sont articulés autour de 5 axes stratégiques: la stabilité, l'équité, la qualité, l'innovation et la croissance. Le ministre a souligné la richesse des échanges et des opportunités de partenariat identifiées, notamment en matière d'appui à la réforme curriculaire, à la formation des enseignants et à la numérisation du système éducatif. Sa participation a également permis de valoriser les efforts entrepris par Djibouti dans le domaine de l'éducation inclusive et de qualité. Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles a quant à lui fait part de sa mission effectuée en Chine du 20 au 25 mai 2025 dans le cadre de la conférence mondiale du gaz à Beijing, suivie de visites techniques et de réunions de haut niveau à Nantong et à Shanghai. La conférence mondiale du gaz a rassemblé les principaux acteurs mondiaux du secteur gazier et les discussions ont porté sur les défis géopolitiques actuels du marché du gaz, les perspectives de la transition écologique et énergétique, ainsi que les stratégies de développement durable applicables et appliquées au secteur des hydrocarbures. La délégation djiboutienne, notamment, a mis en avant la volonté du pays de devenir un hub régional énergétique, en particulier à travers la relance du projet gazier transfrontalier avec l'Éthiopie. Le ministre et son équipe ont visité le 21 mai le terminal de réception du gaz naturel liquéfié GNL à Nantong, infrastructure de pointe, servant de modèle pour les futurs projets de port. Enfin, une réunion stratégique s'est tenue le 22 avec les dirigeants du groupe GCL, une entreprise chinoise active dans le domaine de l'énergie, afin d'examiner les possibilités de coopération dans les infrastructures gazières et de distribution d'énergie à Djibouti. Je vous remercie. Dans le reste de l'actualité, le dernier contingent de pèlerins djiboutiens est arrivé à la Mecque, marquant ainsi l'achèvement du transport vers les lieux saints pour l'ensemble de 1400 fidèles cette année dans le cadre du Hajj 2025. Accueillis avec ferveur par la délégation officielle du Hajj, composée de représentants du ministère des Affaires musulmanes et des biens Waqf, les pèlerins ont exprimé leur profonde gratitude tout d'abord à Dieu pour leur avoir permis d'accomplir ce voyage sacré. Ils ont également tenu à saluer le travail remarquable des encadreurs religieux mandatés par le ministère qui les ont accompagnés tout au long de ce processus depuis leur départ de Djibouti jusqu'à leur arrivée en Terre Sainte. لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك. الحمد لله رب العالمين. الآن نحن موجودين. Ensuite, ce dernier contingent de pèlerins djiboutiens, après leur arrivée, ont donc accompli le rite de la Umrah, rite marquant l'entrée dans la ville sainte, les circuits autour de la Kaaba appelés Tawaf, les allers-retours entre Safa et Marwa ont été réalisés dans le recueillement et l'émotion. Nous vous proposons de regarder ces images tournées par nos envoyés sur place. لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك والنعمة لك والملك
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك. Dans l'actualité également, il y a cette formation sur les enquêtes financières destinée à renforcer les capacités des acteurs clés du pays dans le domaine de recouvrement des avoirs illicites. Organisée par l'Inspection générale de l'État, cette initiative s'inscrit dans une dynamique plus large visant à muscler les mécanismes étatiques de lutte contre la corruption. L'événement qui a réuni de hauts responsables gouvernementaux, cadres techniques des institutions de contrôle et autres partenaires internationaux marque ainsi un tournant important dans la manière dont Djibouti entend mener son combat contre les circuits occultes de financement et de détournement de fonds publics. En effet, il s'agit d'un programme structuré conçu pour doter les enquêteurs, auditeurs et fonctionnaires de méthodologies pour traquer les flux financiers suspects. La quantité d'aide que les bailleurs traditionnels, les bailleurs de fonds traditionnels donnaient pour beaucoup de pays, inclus Djibouti, est en train de diminuer. Est en train de diminuer beaucoup et très vite. Ça veut dire que les différents États, spécialement à l'Afrique et aussi à Djibouti, doivent trouver des façons alternatives pour financer des services qui avant sont venus de l'assistance traditionnelle de bailleurs de fonds. Il y a plusieurs sources alternatives. La première, par exemple, c'est mobiliser des investissements, soit des capitales nationales ou des capitales internationales qui peuvent venir à faire des investissements à Djibouti. Pays avec moins de corruption et une perception plus stable et de moins de corruption vont avoir plus de facilité, plus d'avantages pour attirer l'investissement, venir à investir à leur pays. Dans son intervention, la présidente de la Commission nationale pour la prévention et la lutte contre la corruption, Mme Badria Cheikh Ibrahim, a souligné l'importance cruciale de cette formation dans le contexte de la montée en puissance des capacités techniques des acteurs étatiques.
Commission nationale de lutte contre la corruption, cette formation représente une opportunité stratégique pour renforcer les capacités techniques et opérationnelles des institutions chargées du contrôle de l'État et de la lutte contre la corruption. Ce renforcement s'inscrit dans la continuité des efforts auxquels nous avons contribué à travers plusieurs initiatives majeures, tant au niveau national qu'international. Parmi ces efforts, je citerai la participation active de la République de Djibouti à la redynamisation de la plateforme régionale pour l'accélération de la mise en œuvre de la Convention des Nations Unies contre la corruption en Afrique de l'Est, tenue en mai 2024. L'un des axes centraux de cette rencontre portait précisément sur les enquêtes financières et le recouvrement des avoirs. Par ailleurs, en novembre 2024, l'exercice de cartographie de base du pays auquel nous avons pris part a permis d'identifier la présente formation comme l'un des éléments déterminants dans la complétude des compétences nationales destinées à lutter efficacement contre la corruption. La formation sur les investigations financières, à l'appui aux efforts du recouvrement des avoirs illégaux, revêt une importance particulière pour la Commission en tant qu'autorité nationale de référence en matière de lutte contre la corruption. En vertu de l'article 4 de la loi numéro 103 du 6 mars 2024 relative à la prévention et la lutte contre la corruption et les infractions assimilées, la Commission est habilitée à recevoir les réclamations des personnes physiques ou morales se rapportant à des faits de corruption. Elle exploite les informations et enquête sur les dénonciations et les plaintes dont elle est saisie. Si, après enquête, elle estime qu'elle dispose d'un ensemble d'éléments pour justifier l'ouverture d'une procédure judiciaire, elle saisit les juridictions compétentes. Elle a également mandat de rechercher et de mener des opérations de rapatriement des avoirs illégaux placés à l'étranger en collaboration avec les autorités compétentes. Cette formation répond à un besoin concret et identifié et nous invite à unir nos efforts pour tirer le meilleur parti des contenus qui seront abordés au cours des prochains jours. L'inspecteur d'État par intérim est également intervenu, suivant un extrait de son intervention. Cette mobilisation souligne la prise de conscience collective et de l'enjeu majeur que représente la lutte contre la délinquance financière et la récupération des avoirs illicites. Mesdames et messieurs, dans un contexte de rareté des ressources publiques et de fortes attentes citoyennes en matière de redevabilité, les missions de contrôle, d'investigation financière et de recouvrement d'avoirs prennent une importance stratégique. Elles ne visent pas uniquement à sanctionner, mais aussi à restaurer l'intégrité du service du système public, à décourager la corruption et à garantir que les ressources détournées puissent retourner là où elles sont le plus utiles au service du développement national. L'Inspection générale de l'État, fidèle à sa mission de contrôle, de conseil et de prévention, soutient pleinement cette initiative. Car au-delà du contrôle classique, nous avons aujourd'hui le besoin d'agents formés aux techniques d'investigation financière capables de croiser les données, d'identifier les montages frauduleux et de contribuer efficacement aux procédures administratives et judiciaires. La présente formation répond à un double impératif: renforcer les compétences techniques des agents publics en matière d'enquête complexe, de traçabilité de flux financiers, d'analyse patrimoniale et mieux coordonner les efforts interinstitutionnels pour garantir des résultats concrets dans les procédures de recouvrement. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable a organisé hier un atelier au Palais du Peuple sur la concertation pour poser les bases de la mise en place d'une coalition nationale dédiée à l'initiative de la Grande Muraille Verte. La suite dans cette séquence.
Cet atelier qui a réuni de représentants du gouvernement, de partenaires techniques et financiers, des organisations de la société civile ainsi que des experts environnementaux marque une étape décisive dans l'engagement du pays à restaurer ses écosystèmes dégradés et à lutter contre la désertification. L'objectif de cette coalition est multiple: soutenir les priorités nationales en matière de développement durable, renforcer la synergie entre les différents acteurs impliqués et favoriser un dialogue inclusif autour des actions de reboisement, de gestion durable des terres et de résilience climatique. Lancé par l'Union africaine, la Grande Muraille Verte est un projet panafricain ambitieux visant à restaurer 100 millions d'hectares de terres d'ici 2030, du Sahel à la Corne de l'Afrique. À Djibouti, l'adhésion à cette dynamique régionale ouvre de nouvelles perspectives de coopération et des investissements dans l'économie verte. L'atelier a permis de poser les bases d'un plan d'action national en identifiant le levier, les obstacles et les moyens de coordination entre les parties prenantes. À l'issue des échanges, les participants ont convenu de mettre en place un cadre de gouvernance participative et le secrétaire général du ministère de l'Environnement a, lors de cet atelier, indiqué l'importance de lutter contre la désertification, mais aussi soutenir les priorités nationales en matière de développement durable. C'est avec un grand plaisir que je vous souhaite la bienvenue à cet atelier de concertation consacré à la mise en place de la coalition nationale autour de l'initiative de la Grande Muraille Verte. Votre présence témoigne de votre engagement en faveur d'une vision partagée de développement durable de notre pays. Cette rencontre s'inscrit dans la continuité de l'atelier de sensibilisation organisé en août 2023 qui avait permis de mieux faire connaître l'initiative Grande Muraille Verte, ses fondements et son potentiel transformateur pour notre pays. Depuis, de nombreuses avancées ont été enregistrées, notamment l'élaboration d'un cadre stratégique national aligné avec les priorités de la GMV, l'identification des zones d'intervention prioritaires, la mise en œuvre d'actions pilotes de restauration des terres et de développement local et le renforcement des capacités des acteurs nationaux et locaux. Ces résultats traduisent la ferme volonté du gouvernement djiboutien de s'approprier cette initiative continentale et de faire converger avec ses objectifs nationaux. Mesdames et messieurs les participants, je tiens à souligner que l'initiative de la Grande Muraille Verte s'inscrit pleinement dans le cadre du plan de développement de Djibouti. Elle apporte une réponse intégrée aux défis de la dégradation des terres, de la sécurité alimentaire, du changement climatique et du développement rural inclusif. Elle est également un vecteur de mise en œuvre des engagements internationaux auxquels Djibouti a adhéré, notamment la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, la Convention des Nations Unies sur le changement climatique, la Convention sur la diversité biologique et bien sûr les objectifs de développement durable. Également dans l'actualité, il y a cette signature d'une convention de partenariat entre le ministère de l'Agriculture et la CEPEC du Nord et du Sud. Mohamed. Le ministère de l'Agriculture, de l'eau, de la pêche, de l'élevage et des ressources halieutiques et le Caisse populaire d'épargne du crédit du Sud et du Nord et les autorités ont procédé aujourd'hui à la signature de la convention de partenariat dans le cadre du projet Brefond financé conjointement par le gouvernement de Djibouti et la Banque africaine de développement. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du projet Brefond qui vise à renforcer la résilience des communautés vulnérables dans la Corne de l'Afrique face aux effets du changement climatique. Les projets s'alignent sur les stratégies nationales et régionales d'adaptation et met en action particulier sur l'amélioration des conditions de vie des femmes et de jeunes. Dans ces cadres, un partenariat d'un montant total de 52 millions de francs Djibouti par CEPEC, soit équivalent de 104 millions de francs Djibouti, a été établi pour une durée de 24 mois. Cette convention stratégique permettra le financement des sous-projets axés sur le développement durable et inclusif. Elle contribuera à la création de 300 à 500 emplois directs, principalement destinés aux jeunes et aux femmes, et à l'établissement des mécanismes de financement tenant compte des questions de genre. Ces partenariats s'inscrivent pleinement dans la vision du président de la République qui a fait de la résilience nationale face à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle une priorité dans un contexte de plus en plus marqué par les impacts du changement climatique. En prenant la parole à cette occasion, le directeur général de la CEPEC n'a pas manqué de rappeler l'importance de cette convention de partenariat. Et pour nous, la CEPEC Djibouti et la CEPEC du Nord, c'est un immense honneur et avec une profonde satisfaction que nous nous retrouvons aujourd'hui ici au ministère des Agricultures pour signer cette convention entre le ministère et les deux CEPEC. Donc, dans le cadre de la mise en œuvre du projet Brefond, de la composante 2 du Brefond. Et c'est un projet très ambitieux et surtout qui témoigne de l'engagement du gouvernement pour renforcer la résilience économique et sociale donc, de la population rurale
essentiellement. Et ces projets visent à soutenir 20 000 ménages, soit près de 120 000 bénéficiaires, donc qui sont composés généralement des éleveurs, des agro-pastoraux, des petits pêcheurs essentiellement et d'autres intervenants. Donc il faut savoir que 50% de ces bénéficiaires seront des femmes. Donc c'est quelque chose de très très important pour les ministères comme pour les partenaires, donc la BAD, la Banque africaine de développement. Et c'est dans cette optique que la CEPEC jouera son rôle pleinement dans le cadre de ce financement de ces micro-projets génératrices de revenus pour que ces bénéficiaires individuels puissent bénéficier, individuels et groupements aussi, pour qu'ils puissent bénéficier de ces projets qui va de 500 000 à 1 million de francs Djibouti. Donc nous sommes très honorés d'avoir été choisis en tant que CEPEC pour accompagner le ministère en partenariat avec la Banque africaine de développement pour la mise en place de ce projet et nous vous en remercions, Monsieur le Secrétaire général. Merci. Le secrétaire général du ministère de l'Agriculture s'est également exprimé suivant un extrait de son intervention. C'est pour moi un réel honneur de prendre la parole à cette occasion importante qui consacre le lancement du partenariat entre les projets PROFOND financés conjointement par la Banque africaine de développement et le gouvernement de Djibouti et les caisses populaires d'épargne et de crédit, qui soient les CEPEC Djibouti et Nord et puis Sud du CEPEC Sud. Le programme PROFOND qui est financé par la Banque africaine vise à renforcer la résilience des communautés rurales vulnérables, notamment dans les zones côtières particulièrement exposées aux effets du changement climatique. À travers ces différentes composantes, il ambitionne de soutenir les producteurs, les agro-pasteurs, les pêcheurs, en mettant à leur disposition des mécanismes adaptés à l'accès aux services productifs, à l'accompagnement technique et surtout à l'accès au financement. C'est dans cette optique que le présent partenariat avec la CEPEC prend tout son sens. Il prévoit la mise en place d'un guichet de financement dédié aux activités rurales dans les secteurs de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. Ce guichet permettra de financer des projets porteurs à hauteur maximale de 1 million par individu et de 2 millions de francs Djibouti par groupement ou coopérative, selon un schéma de cofinancement innovant et équilibré. 40% sera pris en charge par les projets, 50% sera octroyé sous forme de crédit par les CEPEC et 10% d'apport personnel. Dans le cadre de la mise en œuvre du cadre d'assurance qualité d'éducation professionnelle, la commission permanente de l'assurance qualité a récemment tenu une réunion d'information avec les points focaux du ministère. Cet échange a été crucial pour aborder les missions des points focaux et pour renforcer la sensibilisation et la communication autour des objectifs de l'expérimentation. La réunion a permis de clarifier les rôles et les responsabilités de chaque point focal dans le processus d'implantation de l'assurance qualité. Les participants ont également discuter des différentes étapes nécessaires pour garantir une exécution réussie du cadre d'assurance qualité, mettant l'accent sur l'importance d'une collaboration efficace et d'une communication transparente entre toutes les parties prenantes. La commission permanente de l'assurance qualité s'engage également à poursuivre ses efforts afin de garantir la qualité de l'éducation et de la formation en mobilisant tous les acteurs concernés et en favorisant un environnement propice à l'innovation et à l'amélioration continue de la qualité du système éducatif djiboutien. Dans le cadre de la sensibilisation et de la formation sur le sport pour les personnes handicapées, la commune de Balbala a eu l'honneur d'accueillir pour une visite de travail M. Abdelkader Ahmed, lauréat du prix du chef de l'État. C'est tenu en présence du président de la commune et des élus locaux. Au cours de cette visite, M. Ahmed a eu l'occasion d'échanger avec le président et les élus locaux sur l'importance de l'inclusion des personnes handicapées dans les domaines sportifs. Cette initiative vise à promouvoir l'accès au sport à tous, à sensibiliser la communauté sur les enjeux liés au handicap. M. Abdelkader Ahmed a animé une session de sensibilisation à l'intention des représentants des différents quartiers de la société civile.
Il a mis en avant les bénéfices du sport pour les personnes handicapées, tant sur le plan physique que social, et a encouragé les participants à engager activement cette cause. Le président de la commune a également félicité M. Abdelkader Hamed pour son prix décerné par le président de la République. Il a également remercié le président de la République, en tant que père de la décentralisation des droits des personnes handicapées, pour avoir reconnu le mérite de M. Hamed. C'est un homme qu'il faut, à la place qu'il faut, a-t-il déclaré en substance, soulignant ainsi l'importance de cet engagement. Cette initiative qui s'inscrit dans un effort plus large pour promouvoir l'inclusion et l'égalité des échanges pour les personnes handicapées à Balbala. Et je vous propose, pour plus de précision, de suivre l'intervention du président de la commune de Balbala. Il nous a souligné et nous a expliqué et nous a sensibilisé que les handicapés et les sports, c'est des choses inséparables. Que l'handicapé peut jouer, il peut participer les sports à toutes les catégories des sports. Actuellement, on voit que dans les Jeux olympiques internationaux, il y a les Jeux olympiques normaux pour les gens non handicapés, mais il y a aussi les para-Jeux olympiques. Donc, c'est-à-dire il y a une grande partie de ces Jeux olympiques pour les handicapés qui se déroulent la même année, mais des périodes un peu très différentes. Donc, il nous a sensibilisés sur ces points-là, que tous les handicapés djiboutiens, plus précisément de ma grande commune de Balbala, peuvent participer aux différents sports qui existent dans les sports. Deuxième point très important qu'on a eu dans cette formation de sensibilisation de M. Abdelkader, c'était les sports entre les handicapés et les normaux, c'est-à-dire les sports inclusifs. Aussi, je n'ai pas oublié que le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, il est le père de la décentralisation, il est aussi le père de l'handicapé. C'est lui qui a décerné cette récompense à M. Abdelkader. Je félicite le président de la République, que les bon Dieu donne des bonnes santé et une longue vie. Donc, sans terminer mon intervention, je dis à tout le monde, les partenaires qui sont avec Abdelkader, d'être toujours avec lui. Et à partir d'aujourd'hui, je comprends que toute la commune de Balbala, je demande que les handicapés participent directement les sports. Les sports et Je vous l'annonçais en début de journal, au moins 49 Palestiniens ont été tués dans 2 frappes israéliennes, ce qui met en échec les pourparlers et la trêve. Donc la trêve de plus en plus qui s'éloigne de ces pourparlers, ce qui a mis en difficulté la trêve d'un cessez-le-feu à Gaza. Des vidéos diffusées en ligne montrent des corps calcinés, dont ceux de nombreux enfants, ainsi que de cris déchirants de personnes tentant d'échapper aux flammes qui ravagent leur environnement. Au moins 49 Palestiniens ont été tués lors de des frappes aériennes israéliennes, l'une visant une école accueillant de déplacés, l'autre une maison située à Gazaville, à Jabaliya, dans le nord de la bande de Gaza. Selon une source médicale, la frappe contre l'école famille Al-Jirwaji, située dans le quartier Al-Daraj de Gazaville, a fait au moins 30 morts. L'établissement servait d'abri à des personnes déplacées. Un incendie a éclaté après le bombardement, ravageant des tentes installées à proximité des corps carbonisés et le cri des personnes piégées par les flammes ont été observés sur place, a rapporté une source locale. Depuis octobre 2023, l'armée israélienne mène une offensive intensive contre Gaza, rejetant les appels internationaux à un cessez-le-feu. Le conflit a déjà coûté la vie à plus de 53 900 Palestiniens, en majorité des femmes et des enfants. Sur ce, notre journal touche à sa fin. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée à toutes et à tous.